va aborder un point particulier qui est donc l'assurance vie souscrite en France et donc les inférences de ces assurances vie qui sont souscrites depuis longtemps sur les éventuels droits de succession ou sur une transmission. Encore une fois, on va parler de choses pas très agréables, mais enfin, on est tous en pleine forme, donc on peut en parler sans difficulté. Voilà. Alors, tout d'abord, il est opportun de s'interroger sur certaines conséquences fiscales de votre délocalisation. On parle donc tout d'abord de droits de succession. On arrivera sur les contrats d'assurance vie dans quelques minutes. Donc, sont imposés en France, selon le barème des droits de succession, le patrimoine foncier établi en France ou les actifs liquides figurant sur des comptes bancaires en France. Donc, il faut bien avoir cette notion que si en Israël, il y a une absence de droit de succession, par contre, la France continue de taxer tous les biens qui sont encore logés en France. Alors, c'est un choix, hein, il n'y a pas de problème, on peut toujours considérer qu'on conserve des biens. La seule difficulté qu'on rencontre avec des personnes qui ont fait l'ALIA depuis peu de temps, c'est que c'est assez difficile de couper le cordon et que on a cette fameuse difficulté de 90% du patrimoine qui est en France et 10% qui est en Israël. Donc, c'est un petit peu compliqué de montrer son passeport israélien et de dire, ben, du fait que je suis israélien maintenant, je ne payerai plus aucun droit en France, aucun impôt. Malheureusement, il y a cette difficulté. Donc, on peut conserver des biens en France. Il faut essayer, pour ne pas rentrer, c'est un autre sujet, mais je le précise rapidement, que la France, ou en tout cas Bercy, tient beaucoup à l'application de l'article 4B du CGI. Et dans l'article 4B du CGI, il y a notamment le fait que si le centre des intérêts économiques est en France, eh bien à ce moment-là, on dépend toujours de la France fiscalement. Voilà. Il y a de toute manière, même pour les personnes qui sont parties, rares sont ceux qui n'ont plus rien du tout en France. Donc, acceptons l'idée qu'il y a encore quelques biens en France. Dans ces conditions, il y a ouverture d'une succession, soit sur les biens qui sont situés en France, soit deuxième cas de figure, on peut ne plus rien avoir en France, mais avoir quand même des héritiers qui sont en France. Et dans ce cas-là, ce ne sont plus les biens français qui sont taxés, mais la totalité du patrimoine mondial. Voilà. Compte tenu de ces éléments qui étaient un préambule absolument important, il convient d'organiser la gestion des actifs en conséquence de ce qui vient d'être évoqué. Alors, les actifs liquides, logiquement, ils doivent être, parce que c'est le contrat préféré des Français dans un contrat d'assurance vie, ils peuvent encore être dans un contrat de capitalisation démembrée. On va revenir dans quelques minutes sur cette histoire de contrat de capitalisation démembrée. Ne compliquons pas pour le moment. En tout cas, on essaye souvent d'avoir une enveloppe fiscale. En France, on adore les enveloppes fiscales, on adore les PEA, on adore toutes sortes de choses, mais j'ai une vraie grosse et violente préférence pour les contrats d'assurance vie par rapport à une enveloppe de type PEA, parce que dans le PEA, il n'y a pas d'éléments concernant la transmission. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est très, très important, c'est que PEA, c'est plan d'épargne en actions, et ces actions doivent être européennes. Or, on n'est pas sûr que 100% de son patrimoine en actions doit être systématiquement logé en France. Donc, je préfère l'enveloppe du contrat d'assurance vie qui vous permet et d'avoir des actions françaises, européennes, mais également américaines, mais également asiatiques, mais également dans des périodes où ça n'est pas bon pour les actions, dans des périodes, je dirais, très volatiles, de détenir de l'immobilier dans un contrat d'assurance vie ou de détenir également des obligations. Donc, toutes ces enveloppes-là, j'aimerais bien qu'on simplifie, qu'on arrête d'avoir des petits bouts à droite, à gauche. Tout fonctionne dans un bon contrat d'assurance vie et ce n'est pas la peine de compliquer les choses outre mesure. En plus,
Il faut comprendre que pour la gestion, quand on en a un petit bout dans une banque, un petit bout dans une autre banque et encore un autre petit bout dans une ou deux compagnies d'assurance, c'est très, très dur pour arriver à avoir une gestion qualitative de votre épargne. Donc, cette assurance vie, il se trouve que, quelle que soit la date de souscription du contrat, les prélèvements sociaux non encore réglés sont toujours retenus lors du dénouement du contrat. Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal quand on est en France. Ça l'est un petit peu moins quand on est en Israël. Donc, il y a un vrai intérêt à détenir ces contrats d'assurance vie ailleurs qu'en France. Donc, dans une grande majorité des cas, essayons de revenir dans la genèse du contrat d'assurance vie. Dans une grande majorité des cas, les primes ont été versées après le 13 octobre 1998 et avant les 70 ans du souscripteur. Donc, dans ce cas de figure, on dépend de l'article 990I du CGI. Voilà. Cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, tout contrat confondu, nous sommes exonérés. Alors, je dis bien par bénéficiaire, ça ne veut pas dire par enfant ou par conjoint. Par bénéficiaire, ça veut dire qu'on peut avoir des enfants, on peut avoir des petits-enfants, donc on peut multiplier comme ça le nombre de bénéficiaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, et c'est tout le mal que je vous souhaite, on a des espérances de vie qui sont plus longues qu'avant. Donc, quand on transmet et qu'on décède entre 90 et 100 ans, globalement, les enfants ont déjà 60, 65 ans et pratiquement, eux, sont déjà dans une phase de transmission. Donc, il y a aussi un intérêt, avec cet allongement de la durée de vie, de commencer à penser sauter une génération et aider des petits-enfants au moment où ils en ont besoin. Alors, si ces sommes transmises aux bénéficiaires désignés étaient supérieures à 152 500, on a effectivement une tranche de 700 000 €, donc de 152 500 à 852 500, qui est taxée au taux de 20%. Et enfin, tout ce qui dépasserait les 852 500 € par bénéficiaire serait taxé au taux de 31,25%. Alors, il y a quand même des cas particuliers. Les contrats d'assurance vie souscrits jusqu'en 1991 et pour les versements effectués jusqu'en 1998, eh bien, ces contrats d'assurance vie n'ont plus la limite des 152 500 € qui correspondent à l'ancien million de francs. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, le 13 octobre 1998, le législateur a institué une limite à la transmission des contrats d'assurance vie, car pour les contrats qui étaient souscrits avant, eh bien évidemment, il n'y avait aucune limite. Enfin, le législateur a maintenu une exonération de droits et de prélèvements, quel qu'ait été l'âge de l'assuré au moment des versements. Il y a le cas particulier également des contrats d'assurance vie qui ont été souscrits après 70 ans. Donc, dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans l'article 990I du CGI, mais le 757B, qui n'exonère que 30 500 €. Après tout, pourquoi pas. Par contre, il y a un intérêt à souscrire un contrat d'assurance vie après 70 ans, c'est lorsque c'est les intérêts qui sont exonérés. Donc, vous avez mis sur un contrat après 70 ans 500 000 €, on retrouve à votre décès 800 000 €. Certes, les 500 000 € vont être taxés en droit de succession, rentrent dans votre patrimoine, mais les 300 000 € d'intérêts, eux, sont exonérés. Évidemment, s'il y a plusieurs bénéficiaires, ces 30 500 € sont partagés. Alors, à tout hasard, je vous ai mis un tableau de transmission en ligne directe pour que vous vous rendiez compte qu'on a des toutes petites tranches, 8 072 € à 5%, entre 8 000 et 12 000, 10%, etc. Et vous montrez que très, très vite, dans le barème de transmission, dès qu'on dépasse 15 932 €, on est taxé à 20%. Donc, effectivement, le contrat d'assurance vie qui, lui,
ne taxe qu'au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, présente un intérêt. Et effectivement, en droit de succession, on peut monter relativement rapidement aux 40 ou aux 45%. Alors, ce qui est important, c'est que les contrats d'assurance vie aient été souscrits en France. Alors, il y a une instruction fiscale très importante qui date du 31 décembre 1999 et qui traite de la situation des souscripteurs non résidents. Donc, ce cas a été traité, évoqué par l'administration il y a longtemps. Et pour être clair, la taxation des capitaux décès au taux unique de 20%, après l'abattement de 152 500 €, doit être appliquée dès lors que le souscripteur avait sa résidence fiscale en France lors de la souscription, et ce, quelles que soient les modifications survenues ultérieurement dans sa domiciliation. Donc, vous avez souscrit un contrat d'assurance vie en France. Il faut bien comprendre que si vous étiez résident fiscal au moment où vous l'avez souscrit, eh bien, globalement, même si votre patrimoine est à l'étranger, même si vos bénéficiaires sont tous à l'étranger, il n'y a pas de droit de succession, mais pour autant, le contrat d'assurance vie qui avait été souscrit en France et qui est toujours en France au moment du décès, eh bien, sera taxé à ce moment-là. Après, bien évidemment, les abattements traditionnels. Il faut bien comprendre que la tendance serait de fermer ces contrats d'assurance vie très très vite et de les ouvrir ailleurs, mais on a quand même le cas particulier, et je ne tomberai pas dans ce piège, de souscrire un contrat d'assurance vie postérieurement aux 70 ans et de transformer des contrats qui étaient totalement exonérés en des contrats qui ne le seraient plus. Donc, c'est important. Chaque cas est un cas particulier. Donc, ma présentation de ce matin porte surtout sur le cas de figure de contrat d'assurance vie qui aurait été souscrit avant 70 ans. Voilà. Donc, pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l'article 990I, il y a lieu, malheureusement, de se placer à la date de souscription du contrat. C'est comme ça que sont traitées les transmissions de contrats d'assurance vie en France. L'article 4B, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qui permet à la France de raccrocher quelques non-résidents qui auraient encore un petit peu trop de biens en France. Donc, les 3 critères et un seul de ces critères suffit pour déterminer la résidence fiscale. C'est les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Donc, quasiment le cas de figure de la résidence principale qui reste en France, en plus d'une autre qui se trouve en Israël, et beaucoup de personnes qui ont fait leur alia reviennent en France 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois dans l'année. Et donc, on a un vrai souci en tant que fiscaliste pour avoir un dossier qui est complètement bétonné dans la mesure où il y a toujours la conservation du contrat d'assurance vie en France. Donc, on a des possibilités de traiter ce sujet. Je ne veux pas être hors sujet par rapport à ce qu'on doit évoquer ce matin. Donc ça, c'est une autre réunion qui est importante si on veut absolument conserver une résidence principale en France. Le deuxième critère important, c'est ceux qui exercent en France une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou pas, à moins qu'elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire. Mais à titre accessoire, ça veut dire qu'on a d'autres revenus qui sont plus importants. Alors, est-ce qu'on a des revenus en Israël qui sont plus importants que l'activité qu'on conserve en France? Ça, c'est un autre sujet important. Et le cas de figure le plus gênant, c'est le centre des intérêts économiques, c'est quand on conserve en France la totalité de son patrimoine. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et il convient de remarquer qu'une personne pourrait être assimilée comme non résident en étant protégé par les dispositions de la Convention. Donc, la Convention franco-israélienne est importante également. Alors, les 3 cas possibles, c'est qu'on a souscrit en qualité de non-résident français un contrat d'assurance vie en France et le décès a lieu en France. Donc là, on n'a pas de problème. Les bénéficiaires ne seront pas taxés car le contrat est
a été souscrit en tant que non-résident. Ce n'est pas le cas général. La plupart du temps, on a souscrit ce contrat lorsqu'on était résident français, c'est le troisième cas. Donc, le souscripteur est non-résident français à l'ouverture du contrat et le décès a lieu hors de France. Donc, il n'y a évidemment pas de taxation en France, mais taxation dans l'État où le décès a eu lieu. Enfin, le cas le plus fréquent, on a vécu en France toute sa vie, à un moment donné, on fait son alia, on part en Israël et on laisse des contrats en France. Eh bien, effectivement, le souscripteur était résident français lors de l'ouverture, le décès a lieu hors de France, en France, n'importe où. Eh bien, le risque de double taxation existe entre la France, où s'applique l'article 990I, et en fonction du droit interne du pays où le décès a lieu. Ce matin, on est dans le cadre d'Expert Alia, donc entre la France et Israël. Il n'y a pas de double taxation, puisque Israël ne taxe pas de droit de succession. Par contre, il y aurait toujours la taxation en France, celle qu'on cherche à éviter. Alors, maintenant qu'on s'est dit que les liquidités que vous conservez ne doivent pas rester en France sur votre compte bancaire, sur un de vos comptes bancaires ou sur un de vos contrats d'assurance vie, eh bien, on peut se poser la question d'où gérer ces liquidités. Alors, le premier sujet, avant que je parle du contrat d'assurance vie, c'est quelquefois de détenir des liquidités en Israël. Il faut absolument que ces liquidités ne soient plus en France et qu'on rééquilibre avec un patrimoine assez conséquent qui se situerait en Israël si on veut être résident fiscal, bien évidemment. On peut continuer de payer ses impôts en France, mais si on veut vraiment, à un moment donné, couper le cordon, il faut effectivement détenir des biens hors de France. Moi, je pense plutôt à un pays qui s'appelle le Luxembourg. Pourquoi ? Parce que le Luxembourg a notamment, il y a plein de sujets, mais des règles très protectrices pour les souscripteurs de contrats. On va les aborder un petit peu plus loin par le triangle de sécurité, par le super privilège. Voilà, en France, les sommes qui sont souscrites dans un contrat d'assurance vie sont noyées dans le bilan de l'assureur. Au Luxembourg, on a une séparation des actifs. Donc, on a le bilan de la banque ou de la compagnie d'assurance et on a les comptes des clients qui sont un petit peu comme des satellites qui sont totalement externes. On appelle ça le cloisonnement des actifs et il est contrôlé chaque trimestre par le commissariat aux assurances. Donc, croyez-moi, pour le Luxembourg, c'est important. Alors, simplement pour le Luxembourg, vous dire que cette histoire est absolument vitale pour l'histoire de la gestion des actifs des étrangers. D'abord parce que le Luxembourg gère depuis très longtemps des actifs. La plupart du temps, le Luxembourg et la Suisse avaient une réputation un peu sulfureuse parce qu'il s'agissait de gérer des sommes qui n'étaient pas déclarées. On appelait ça des sommes offshore, non déclarées. Depuis une dizaine d'années, il faut savoir que tant le Luxembourg que la Suisse qu'Israël également sont rentrés dans le rang et veulent absolument jouer la transparence. Donc, si à un moment donné, le ministère des Finances pose une question sur un compte détenu en Israël ou au Luxembourg ou en Suisse ou ailleurs, il n'y a plus de paradis fiscaux aujourd'hui ou alors très peu ou alors très loin et nous ne les conseillons pas. Donc, globalement, le Luxembourg a une tradition de gestion d'actifs. Mais ce qui est important et que vous devez retenir, c'est que le Luxembourg ne vend pas de voitures, ne vend pas d'avions, ne vend pas de centrales nucléaires, ne vend pas de TGV. Les plages du Luxembourg ne sont pas réputées et pour cause, il n'y en a pas. Donc, globalement, il faut savoir que cette industrie des placements est vraiment vitale pour l'État luxembourgeois. Alors, j'ai complètement oublié de vous parler du super privilège que j'avais à l'écran. Ce super privilège octroie la qualité de créancier privilégié de premier rang pour le client. Ça vous paraît normal, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. En France, par exemple, on est créancier de rang 6, c'est-à-dire que l'URSSAF est prioritaire, l'État est prioritaire, la compagnie d'assurance doit aussi payer ses loyers à ses bailleurs, elle doit payer ses salaires à ses salariés, elle doit acquitter les charges sociales des salaires. Et effectivement,
s'il reste de l'argent, au 6e rang, on a le client. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun problème. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je pense que le système est beaucoup plus sécuritaire en France que dans beaucoup d'autres pays. Pour autant, sur les papiers, s'il y avait un incident un jour, il faut savoir que le client en France est considéré comme un créancier de rang 6. Il n'est pas prioritaire. Au Luxembourg, on est créancier de premier rang. Personne ne peut retirer 1 euro sur ce contrat. Alors, en France, on a s'il y avait un défaut de la compagnie d'assurance, qu'il faut évoquer quand même, c'est arrivé une seule fois jusqu'à présent, on a un mécanisme de solidarité entre compagnies et on a un montant garanti de 70 000 euros qui est assuré par une caisse. Les assureurs, chaque année, accordent ou distribuent une partie de leurs bénéfices dans cette caisse pour faire grossir, en fonction de leur bonne santé, cette caisse de solidarité. On appelle ça le fonds de garantie des dépôts, qui se montait début 2020 à 4 269 millions. Ça fait de l'argent, mais en fait, à 70 000 euros par contrat, ça ne fait que 61 000 contrats. Pour la France, 61 000 contrats, c'est quand même vraiment très peu. Il faut savoir que de ce fait, les placements Luxembourg sont garantis de manière illimitée par l'État luxembourgeois. Voilà. Je n'ai pas évoqué, mais je l'évoque très rapidement, la garantie sur les comptes bancaires déposés en Europe. C'est 100 000 euros par personne. Les contrats d'assurance vie, vous l'avez compris, c'est 70 000 euros. Et sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est un montant qui est illimité, qui est à la fois garanti par l'État luxembourgeois, mais je tiens à vous dire que le Luxembourg est un tout petit pays, encore plus petit qu'Israël. Donc même si l'État luxembourgeois est solide, que c'est un très très beau pays, il faut quand même retenir que ce que j'aime principalement, c'est le mécanisme que je vais vous présenter. Donc ce mécanisme, vous voyez, c'est un simple triangle. On appelle ça le triangle de sécurité luxembourgeois. Et il faut comprendre que tout en haut, on a le commissaire aux assurances. Le commissariat aux assurances, c'est ni plus ni moins que l'État luxembourgeois. On a l'assureur, évidemment, puisqu'on est en train de parler de contrat d'assurance vie, mais surtout, on a une banque dépositaire qui doit détenir les actifs. Donc, il faut savoir qu'au Luxembourg, les actifs ne sont jamais détenus par l'assureur, ils sont toujours détenus par une banque dépositaire. Souvent, elle est au Luxembourg pour des raisons comment dire, parce que la compagnie d'assurance a une vraie proximité avec certaines banques luxembourgeoises, mais ça pourrait être une banque qui serait située ailleurs. On n'a pas vraiment de difficulté là-dessus. Il y en aurait une en gestion. Voilà. Donc, on préfère les banques habituelles parce qu'on a nos habitudes, on a nos accès, on peut gérer à distance, plutôt que d'aller les loger à la BNP en France ou à la Banque Leumi du boulevard Allenby à Tel Aviv. Mais en tout état de cause, c'est un assureur et une banque et les actifs sont logés dans la banque. Alors, pardon, je reviens sur ce graphique. Je voulais simplement vous dire, puisqu'on évoquait tout à l'heure le cas de cette garantie de 70 000 euros, je voulais vous dire que ces 70 000 euros garantis en France le sont dans le cas particulier rarissime du dépôt de bilan ou de problèmes que rencontrerait une compagnie d'assurance. Si on parle du Luxembourg, il faut se mettre dans le même cas. Donc, vous dire que si on avait un problème et que l'assureur luxembourgeois venait à disparaître, ça peut arriver, puisqu'on évoquait ce cas pour la France, il faut l'évoquer également pour le Luxembourg. Alors, dans ces conditions, le commissariat aux assurances nommerait un autre assureur qui reprendrait le contrat avec la date de souscription et avec l'antériorité fiscale. Par contre, votre argent est toujours dans la banque dépositaire et n'a pas subi le moindre souci. Il faut aussi évoquer le cas de figure du dépôt de bilan ou de soucis majeurs que rencontrerait la banque dépositaire au Luxembourg. Vous le savez, en France, la garantie est de 100 000 euros
par contrat. Eh bien, sur la banque dépositaire, il faut savoir que la banque dépositaire peut déposer son bilan au Luxembourg. Les comptes des clients sont différents. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas amalgamés aux comptes de la banque. Donc, le commissariat aux assurances, même chose, nommerait une autre banque et il y aurait un transfert des actifs détenus par la compagnie d'assurance, par les compagnies d'assurance dans cette banque, vers une nouvelle banque dépositaire. Donc, le système est très, très, très sécurisant et c'est ce que je retiens, moi, de plus important. Je vous montre un graphique très compliqué, mais uniquement pour cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il y a un contrôle permanent, un reporting trimestriel des actifs représentatifs et la marge de solvabilité, tant de la banque que de la compagnie d'assurance. Donc, tous les 3 mois, les comptes des assureurs et des banques remontent au commissariat aux assurances qui vérifie si votre compagnie d'assurance et votre banque sont toujours aussi sécuritaires et aussi garanties qu'elles l'étaient 3 mois auparavant. Alors, on va évoquer rapidement les 6 avantages du contrat d'assurance vie au Luxembourg. Le premier, quand même, c'est important, c'est sa neutralité fiscale. Alors, la neutralité fiscale, elle commence par le Luxembourg qui dit, puisque en tant qu'Israélien, en tant qu'Américain, en tant que Libanais, en tant que Rwandais, vous déposez de l'argent au Luxembourg, eh bien, le Luxembourg ne réclame aucun argent puisque vous n'êtes pas dépendant fiscalement du Luxembourg. Donc, le contrat, il est neutre et il prend la couleur du pays dont vous êtes résident fiscal. C'est important parce que vous pouvez être résident fiscal en France et puis après l'être en Israël. Dans ces conditions, il suffit d'envoyer un courrier à la compagnie d'assurance et il va changer simplement, évidemment, votre adresse dans le contrat, mais surtout toute la fiscalité qui s'applique sur le contrat dépendra désormais d'Israël et non plus de la France. C'est important. Donc, à partir du moment où on est en Israël, où les sommes sont, où vous-même résidez en Israël et les sommes ne sont pas en France, eh bien la France n'a aucune raison. Toutes mes excuses. Voilà. La France va effectivement, n'a plus aucun droit sur ce contrat d'assurance vie, si ce n'est en cas de décès, si on a des bénéficiaires qui sont en France. Voilà. Je vous rappelle que la transmission, cette fois-ci, est toujours soumise non pas à droit de succession, mais à l'article 990I qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Le deuxième élément qui est important, il n'y a pas de loi Sapin 2 au Luxembourg. Il faut savoir qu'en France, Michel Sapin, un ministre de François Hollande, s'était posé la question, ou en tout cas dans des commissions avec des assureurs, on s'est rendu compte que les compagnies d'assurance qui aujourd'hui ont toutes les liquidités voulues. Tous les jours, il y a de l'argent qui rentre et qui sort dans les compagnies d'assurance. Elles sont solides en France. Mais pour autant, si à un moment donné, il y avait un vrai problème en zone euro avec un vrai pays qui se casse la figure, je ne parle pas de la Grèce qui représentait que 1% des actifs des contrats d'assurance vie en France, mais je parle d'un gros pays, pas forcément la France, ça pourrait être l'Italie qui est très très endettée. Vous savez qu'on a pris l'habitude depuis une trentaine d'années, un peu plus, bien 35 ans en France, d'avoir un budget qui est tout le temps déficitaire. Ça veut dire qu'on a creusé la dette en se disant c'est pas grave, quand ça ira mieux, on remboursera. Le problème, c'est que cette dette était très importante avant le Covid et qu'elle s'est hyper amplifiée, notamment en France, parce que la France a décidé de faire une opération open bar. Donc, il faut l'en remercier. Les salariés n'ont pas subi, comme en Israël ou comme dans d'autres pays, le fait qu'on arrête de travailler ou qu'on soit confiné. En France, on a perçu nos salaires si on était salarié. En tant qu'indépendant, on a reçu des aides. En tant qu'entreprise, on a eu le PGE, le prêt garanti par l'État. Et malheureusement, cette situation qui avait été mise en place pour quelques mois, quelques semaines, 1 an et demi après, elle persiste sur certains secteurs qui sont toujours fermés. Donc, alors ça s'est ouvert maintenant, mais il y a encore quelques mois, les musées étaient toujours fermés, les restaurants étaient fermés. Donc,
et nous ne sommes pas encore sortis de cette saloperie de Covid. Voilà. Donc, en attendant, la France continue d'aider et cette dette se creuse un petit peu plus en France qu'ailleurs. Cette loi Sapin 2, c'est quelque chose qui permettait à l'assureur, s'il y avait des sorties très importantes du fonds euro, donc des obligations d'État qui sont détenues, cette loi Sapin 2 permettait à l'assureur éventuellement de bloquer les sorties, donc ce qu'on appelle les rachats des contrats d'assurance vie, ou même les arbitrages, tout ce qui viserait à sortir de l'argent d'un contrat qui est uniquement libellé en obligations, parce que les États qui détiennent ces obligations ne peuvent pas les rembourser immédiatement. Mettez-vous à la place de l'État français qui prend une obligation, qui fait souscrire auprès d'un assureur une obligation sur 20 ans, je ne sais pas moi, à 0,5%, même si les taux aujourd'hui sont plutôt négatifs. Disons que, dans notre exemple, chaque année, l'État français va donner 0,5% à la compagnie d'assurance pendant 20 ans et logiquement, au bout de 20 ans, lui rembourser son obligation, un petit peu comme un prêt qu'on aurait souscrit pour un appartement. Eh bien, mettez-vous dans la situation où l'assureur ne pourrait pas, à un moment donné, opérer les transferts, se dirigerait vers l'État français en lui disant on a un problème, on a des clients qui réclament de l'argent, donc est-ce que vous pouvez nous rembourser? Eh bien, l'État répondrait immanquablement oui, dans 20 ans. Là, je ne peux pas. Si j'ai fait un prêt, je ne peux pas vous rembourser. Mettez-vous dans la situation où vous empruntez une somme à la banque et sur 15 ans, par exemple, pour une acquisition immobilière, et au bout de 2 ans, la banque vous dit écoutez, ça serait bien que vous nous remboursiez immédiatement. Ce n'est pas possible. Donc, globalement, Michel Sapin a mis en place un mécanisme qui permet aux assureurs de ne pas rembourser ces sommes-là et de refuser un transfert ou un rachat pendant un maximum de 6 mois consécutifs. Je ne vais pas insister sur la sécurité puisque je l'ai présenté auparavant. Il y a à la fois le super privilège qui vous donne la situation de créancier numéro 1 et puis le fameux triangle de sécurité. Si vous devez retenir une seule chose de notre réunion de ce matin, le triangle de sécurité, ça me paraît vraiment un élément important. Au Luxembourg, rapidement, multidevises. Dans les contrats français, on n'a que des euros. Si on veut détenir des shekels, du dollar, de la livre sterling, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut dans les contrats d'assurance vie. Le placement sur mesure, c'est important. Il faut que vous sachiez qu'on a un fonds interne dédié réservé aux souscripteurs israéliens et que globalement, dans ce fonds, on peut mettre les 35 000 fonds, ou en tout cas le meilleur des 35 000 fonds pour faire son marché, 35 000 fonds dont on dispose en gestion. Dans les contrats d'assurance vie français, on oscille entre 20 et 1000 fonds à peu près. Donc, il y a une sélection qui est assez limitative. C'est l'assureur qui choisit les fonds et qui nous donne une liste et on doit choisir là-dedans. Au Luxembourg, le choix est absolument illimité. Dernier élément, et je pense que vous aurez des questions après, j'espère en tout cas, le crédit Lombard. N'oubliez pas qu'au Luxembourg, votre argent n'est pas déposé chez un assureur, mais dans une banque dépositaire. Et cette banque, elle gère plutôt bien vos actifs, en tout cas je le pense, j'en ai la certitude. Et lorsque vous avez besoin d'argent, eh bien, plutôt que de voir vos actifs diminuer, elle peut vous proposer un prêt. On appelle ça le prêt Lombard. Donc, globalement, on ne proposerait pas une autre période, mais là, depuis quelques années, on a des taux d'intérêt qui sont très, très bas. Donc, il y a effectivement un intérêt à avoir son épargne qui tourne à 4, 5, 6, 7, 8% par an, alors que, parallèlement, si vous avez besoin d'argent, plutôt que de retirer de votre épargne, qui est plutôt bien gérée, vous avez des prêts qui sont accordés aujourd'hui entre 1 et 1,50. Les derniers que j'ai obtenus étaient aux alentours de 1,20%. Voilà. Voilà le crédit Lombard. Et je crois que j'ai terminé ma présentation et je suis ouvert à toutes vos questions.